Alors, bonjour les troisièmes. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une petite vidéo sur les révisions de génétique. Normalement, vous avez déjà étudié la génétique avec mon collègue, mais on m'a demandé un petit résumé pour essayer de reprendre les choses puisque certains élèves étaient un peu perdus. Donc, je vais faire une première vidéo sur ce qui en général est le premier chapitre. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je ne sais pas exactement comment a fonctionné mon collègue, mais en tout cas, je vais essayer de reprendre les bases avec vous, histoire que ceux qui vont aller éventuellement en seconde générale ne soient pas trop perdus, même si bon, c'est une année particulière et j'ose espérer que mes collègues seront indulgents l'année prochaine. Donc, première partie, on va parler des caractères d'un individu. Je vous rappelle, un individu, c'est un animal, par exemple, au sein de l'espèce, ou alors c'est une plante au sein de son espèce, ou alors c'est moi, par exemple, au milieu de l'espèce humaine, ou vous au sein de l'espèce humaine. Donc c'est un individu. Et le programme génétique, hein, c'est ce grand mot, le programme génétique, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne? Donc première chose, voilà trois exemples d'individus au milieu d'une espèce. Donc vous voyez des individus humains de l'espèce humaine, des individus chimpanzés de l'espèce chimpanzé et des individus tomates qui sont toutes diverses au sein de l'espèce tomate qui est la tomate cultivée. Donc une espèce, comment on la définit normalement, vous voyez éventuellement ça en sixième. Une espèce, ça se définit bien sûr par des ressemblances, hein, il y a des choses qui se ressemblent au sein de chaque espèce, des caractères partagés. Et puis, il y a aussi le caractère d'interfécondité. Alors, c'est un grand mot juste pour dire que au sein d'une espèce, normalement, les êtres vivants sont capables de se reproduire entre eux et leurs descendants sont aussi capables de se reproduire entre eux. Le fait de pouvoir se reproduire ensemble définit l'espèce. Donc, tous les individus d'une espèce peuvent se reproduire entre eux. Voilà, c'est pas parce qu'on est stérile hein, qu'on ne fait plus partie de l'espèce, mais c'est en général, hein, bien sûr. Un caractère, je reprécise ce terme aussi, un caractère, c'est une particularité dans le corps qui va être physique ou physiologique, c'est-à-dire soit qui se voit à l'extérieur du corps, soit qui est du point de vue du fonctionnement des molécules. Par exemple, un caractère physiologique, ça peut être le groupe sanguin. Donc, ça permet de différencier les espèces entre elles. C'est comme ça qu'on fait de la classification, ce qu'on a fait dans le chapitre précédent. Alors, comment décrire un individu? Donc, par exemple, voici un échantillon d'individus humains et vous voyez directement qu'il y a des choses différentes, hein, qu'il y a de la diversité chez les humains. Et donc, on peut décrire deux grands types de caractères. Les caractères qui seront les points communs, qui seront partagés au sein de l'espèce, et puis les caractères individuels qui vont changer, qui vont être différents entre chaque individu. Voilà des exemples hein, chez chaque individu. Donc, ce qu'on appelle les caractères spécifiques, c'est-à-dire de l'espèce et puis aussi éventuellement de la famille du groupe. Donc, la cellule partagée par tous les êtres vivants, le fait d'avoir un squelette en os, ce qui concerne tous les ostéichthyens, les quatre membres qui concernent les tétrapodes, les poils qui concernent les mammifères, et puis le pouce opposable qui concerne uniquement les primates, et puis la pilosité faible qui va concerner uniquement l'espèce humaine, les bras plus courts que les jambes aussi l'espèce humaine, et puis la bipédie permanente, le fait de marcher tout le temps à l'âge adulte sur deux pattes, et bien ça concerne uniquement les humains. Donc tout ça, c'est partagé par tous les humains. Tous les individus humains possèdent ces caractères spécifiques, les caractères de l'espèce humaine. Et puis, il y aura tous les caractères individuels ou variations individuelles, c'est-à-dire tout ce qui fait la différence entre les humains, hein, ce qu'on a vu précédemment. Vous voyez qu'il y a des variations du point de vue de la couleur de la peau, de la couleur des cheveux, de la couleur des yeux. Et puis, il peut y avoir des cicatrices chez certaines personnes, il peut y avoir des anomalies de la pigmentation de la peau, il peut y avoir des tatouages aussi, il peut y avoir la forme du nez, de la bouche, des oreilles, etc., etc., la nature des cheveux, lisses ou bouclés. Donc tout ça fait la différence entre les individus. D'où viennent ces caractères? C'est quoi l'origine de ces caractères? D'où est-ce qu'ils viennent? Puisqu'il y a des choses qui sont partagées et des choses qui sont individuelles. Alors, un exemple d'arbre généalogique que j'ai fait. Je ne sais pas si vous connaissez Yannick Noah, c'est un chanteur et tennisman français qui était un peu plus connu il y a longtemps, mais bon, c'est pas grave. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire son arbre généalogique et on voit comment se croisent les caractères. Donc, son père, Yannick Noah, Zachary Noah, et sa mère, Marie-Claire Noah. Donc, vous voyez Yannick Noah ici, avec ses sœurs qui sont là.
Et puis ensuite, Yannick Noah, il est bien gentil, il a eu plein d'enfants, donc ça nous permet un petit peu de voir la transmission des caractères avec une première femme, avec une deuxième femme, avec une troisième femme. Et vous voyez les enfants qui sont en dessous. Vous voyez que certains caractères se transmettent, certains caractères se mélangent. Vous voyez que la couleur de la peau entre les deux parents, c'est un mélange, en quelque sorte, des deux caractères chez Yannick Noah et ses sœurs. Ça va être un peu pareil pour ses enfants, avec plus ou moins de transmission de la pigmentation de la peau. Et puis les cheveux, alors certains de ces enfants vont avoir les cheveux plutôt lisses, d'autres vont avoir les cheveux plutôt bouclés, etc., etc. La couleur des yeux aussi, certains auront les yeux clairs, d'autres auront les yeux foncés. Donc vous voyez que certains caractères se transmettent, d'autres ne se transmettent pas forcément. Et puis ici, d'autres exemples de variations individuelles, de choses qui changent entre les individus. Donc vous pouvez avoir le bronzage qui peut apparaître quand on s'expose au soleil, vous pouvez avoir les cicatrices donc, et les tatouages qui ne sont pas présents chez tout le monde. Vous pouvez avoir chez un même individu des changements de couleur du pelage par rapport au moment de l'année. Vous pouvez avoir chez les hortensias des changements de couleur des fleurs en fonction de la chimie du sol, de comment est composée la chimie du sol, c'est-à-dire c'est le pH qui va modifier la couleur des fleurs d'hortensia. Vous pouvez avoir des modifications en fonction de l'alimentation aussi, la façon dont on mange. Et ce chat a un régime alimentaire un petit peu trop calorique a priori. Et puis, je ne sais plus si je vous l'ai dit, oui, la force du vent peut modifier la forme des arbres, par exemple. Donc, tous les caractères spécifiques, ce qu'on a vu au départ, c'est-à-dire le fait, tout ce qui définit l'humain, et puis, la plupart des variations individuelles sont héréditaires, c'est-à-dire elles se transmettent de génération en génération. Tous les caractères qu'on peut voir sur une personne, sur un individu, ou même ça peut être sur un animal ou sur une plante, ça définit son phénotype. Le phénotype de quelqu'un, c'est à quoi il ressemble, c'est l'ensemble de ses caractères. Donc, certains caractères héréditaires peuvent aussi être modifiés par l'environnement, c'est ce qu'on a vu précédemment, mais toutes ces modifications-là ne sont pas héréditaires. Le bronzage, c'est une modification par l'environnement et ce n'est pas héréditaire. Les cicatrices, de la même façon, les tatouages aussi, ce n'est pas héréditaire. L'alimentation, le fait d'avoir un régime trop calorique, ça n'est pas héréditaire. Un arbre qui est planté dans le vent, sa modification ne sera pas héréditaire, etc., etc. Alors, les caractères héréditaires. Donc, on dit qu'il y a des choses qui se transmettent au sein des familles. Comment est-ce que ça marche? Comment se transmettent-ils ces caractères héréditaires? On ne les a pas dans une pochette surprise, il y a un fonctionnement biologique. Alors, rappel de 4e, normalement, ou 5e, je ne sais pas quand est-ce que vous avez vu ça. Pour créer un nouvel individu, il vous faut un spermatozoïde et un ovule, chez les animaux, chez les humains en particulier. Et il y a fécondation, c'est-à-dire union de ces deux cellules pour fabriquer la cellule œuf. Et la question, ensuite cette cellule œuf va donner l'embryon, puis le fœtus, et pendant la grossesse qui va durer 9 mois, pour enfin arriver à la naissance et donc à le bébé, un nouvel individu. La question c'est, si les parents nous transmettent des caractères, ça veut dire qu'ils sont déjà dans la première cellule œuf qui constitue, vous commencez à exister au moment où la première cellule œuf est fabriquée. Mais bien sûr, cette cellule œuf, c'est une bête cellule. Elle n'aura pas vos cheveux qui seront bouclés ou lisses, elle n'aura pas vos oreilles qui seront collées ou décollées, vos taches de rousseur, etc. Donc les caractères ne sont pas visibles sur la cellule. Ils sont donc cachés quelque part à l'intérieur de cette cellule, et le but, c'est de comprendre où ils sont. Rappel, la cellule. Une cellule œuf, c'est comme une cellule normale, avec un noyau, une membrane et du cytoplasme. Donc, 3 hypothèses pour trouver nos caractères héréditaires. Soit ils sont dans la membrane, soit ils sont dans le cytoplasme, soit ils sont dans le noyau. Alors, une petite expérience où on utilise une souris blanche qui a été fécondée par un mâle blanc. On prend la cellule œuf de ces deux souris blanches, on enlève le noyau, on ne garde que la membrane et le cytoplasme. Ici, une souris noire qui a été fécondée par un mâle noir, on récupère la cellule œuf et on ne garde que le noyau de cette souris noire fécondée par un mâle noir. Et on la met dans la cellule œuf vidée de souris blanche. Donc théoriquement, tout cela, membrane et cytoplasme, si c'est là que sont les informations, doit porter l'information blanc pour le pelage. Si c'est le noyau, ça doit porter l'information noire. Et on met ensuite cette cellule œuf fabriquée de toutes pièces à
à être porté par une souris marron, la souris porteuse, la mère porteuse, et on obtient à la fin la naissance d'un souriceau noir. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Où était l'information héréditaire? Eh bien cette information, elle est dans le noyau.